Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Présidentielle 360. Voici les titres. 11 candidats pour un débat inédit ce soir à la télévision. Ils auront 15 minutes chacun pour convaincre. L'exercice peut s'avérer périlleux pour les favoris du scrutin. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui seront au centre de toutes les attaques, analysent dans cette édition. Quel avenir pour l'espace Schengen? Une commission d'enquête du Sénat a rendu ses conclusions. Elle dénonce des points de contrôle inefficaces et des fichiers de sécurité inopérants. Le détail à suivre. En plein débat sur la surpopulation carcérale, l'ancien sénateur Jean-René Lecerf a remis au ministre de la Justice un livre blanc sur les prisons. Pour lui, il faut renoncer aux grandes structures et privilégier les alternatives à l'incarcération. On en parle dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette édition en direct, #présidentielle 360. Alors que la pression migratoire aux portes de l'Europe ne faiblit pas, un rapport du Sénat pointe les failles dans la sécurité de l'espace Schengen et préconise de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures. Un diagnostic contesté par les sénateurs socialistes. Mounir Soussi. Renforcer les contrôles sans dénaturer le principe de libre circulation. Une équation difficile pour la commission d'enquête sénatoriale sur l'avenir de Schengen. 32 propositions ressortent du rapport, comme rester à 22 pays et geler l'élargissement jusqu'à nouvel ordre, ou réintroduire des contrôles aux frontières intérieures en cas de menace pour la sécurité du territoire. Dans un contexte de crise migratoire et de risques terroristes accrus, la commission prône une plus grande vigilance. Il faut renforcer Schengen, c'est-à-dire dans les contrôles qui doivent être faits pour rentrer sur le territoire de Schengen, voire même pour se déplacer à l'intérieur du territoire de Schengen. Et cela, nous sommes à ce jour trop faibles. Il faut donc aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Notamment dans la mise en place du fichier PNR qui permet de contrôler les passagers de vols aériens. Le rapport propose même d'étendre ce dispositif aux transports terrestres et maritimes et d'harmoniser les systèmes de recherche informatique européens pour un meilleur suivi des voyageurs. Le rapport ne fait pas l'unanimité, les socialistes se sont abstenus, mais sont d'accord sur plusieurs points, comme le renforcement des frontières extérieures et la création d'un corps de garde-frontières européen unique. Principal point de tension, le projet d'installation de hotspots dans des États hors Schengen pour traiter les demandes d'asile. Le groupe socialiste refuse cette externalisation. C'est impossible en droit français. L'asile ne peut être demandé que sur le territoire de la République et par extension sur le territoire européen. C'est l'objet aussi de conventions internationales. Et puis, ces hotspots, on va les mettre tout à l'extérieur, dans des pays sûrs ou non sûrs. Quelle garantie y aura-t-il pour la sécurité, la liberté et la dignité des personnes qui s'y trouveront ? En permettant la libre circulation des personnes, Schengen est un atout sur le plan économique. Son durcissement aurait un coût. Le rétablissement des contrôles permanents en France coûterait à l'État 1,5 milliard d'euros par an. C'est un des enjeux de cette campagne présidentielle, la politique pénale et carcérale de la France. Alors qu'un nouveau record de détenus vient d'être enregistré, Jean-René Lecerf, ancien sénateur, a remis au garde des Sceaux un livre blanc sur les prisons. Il propose de nouvelles alternatives à l'incarcération. Samia Dechir. 58 600 places de prison pour 68 400 détenus. La France bat un nouveau record avec une densité carcérale de 118%, un taux qui grimpe à 142% dans les maisons d'arrêt. Dans son livre blanc remis aujourd'hui au ministère de la Justice, la commission sur l'immobilier pénitentiaire approuve le programme de construction de 33 nouvelles maisons d'arrêt. Mais son président prévient, plus il y a de prisons, plus il y a de détenus. Il préconise avant tout d'encourager les alternatives à l'incarcération. Appliquons la loi sur la contrainte pénale et on trouvera effectivement des solutions en termes d'alternatives à l'incarcération, en termes d'aménagement de peine, qui permettront de ne mettre en détention que des personnes qui doivent passer effectivement par la case prison. Dans son livre blanc, la commission sur l'immobilier pénitentiaire émet 24 grandes propositions, comme l'affectation directe des courtes peines au quartier de préparation à la sortie sans passer par la case maison d'arrêt, proposer 5 heures d'activité par jour à chaque détenu, ou encore associer les collectivités territoriales et la société civile à la gestion des prisons à travers des réunions annuelles autour des préfets. Aussi longtemps que la société civile ne s'intéressera pas à ces prisons, les prisons resteront effectivement une humiliation, comme disait le Sénat pour la République. Il faut que les maires, notamment des communes d'implantation, et tous les maires pour le travail d'intérêt général participent. Pour mettre en œuvre les propositions de la commission, le ministère de la Justice veut faire voter le plus rapidement possible une loi de programmation d'1 milliard d'euros sur 5 ans. Pas une minute ne peut être perdue. L'objectif doit être une présentation par le garde des Sceaux alors en fonction
et un vote de cette loi de programmation à la fin de cette année 2017. Dans les prochaines semaines, le nombre de détenus pourrait monter à 70 000. Le ministère veut agir vite, mais la suite dépendra du prochain occupant de la place Vendôme. C'est jeudi que doit se réunir un bureau national du Parti socialiste. À l'ordre du jour est le cas de Manuel Valls. Certains élus réclament son exclusion après l'annonce de son ralliement à Emmanuel Macron. Pas du goût de son ancien directeur de campagne lors de la primaire, le sénateur socialiste Didier Guillaume. Il l'a dit ce matin à Héloïse Grégoire, on l'écoute. Il y a le candidat de la primaire, Benoît Hamon, qui fait sa campagne. Il y a d'autres élus qui ont fait un autre choix. Bon, ben c'est comme ça. C'est regrettable, mais c'est pas le moment de remettre de l'huile sur le feu maintenant. Ce qui compte, c'est que après le second tour de l'élection présidentielle, nous soyons tous là pour faire vivre une nouvelle majorité. Exclure qui ? Il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas eu d'exclusion pour ceux qui ont déposé une motion de censure pendant le quinquennat. Il n'y a pas d'exclusion maintenant. On est à 15 jours ou 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. L'heure n'est pas à se poser de questions. Moi, je ne cherche pas à faire diversion. Il faut avancer. Et puis le Canard enchaîné révèle qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Lille pour soupçon d'emploi fictif au Front National à la région Nord-Pas-de-Calais. C'est un premier débat à 11 inédit dans l'histoire de la Ve République. On va bien sûr en débattre des enjeux politiques de cet exercice avec mes invités. Mais avant cela, voyez comment il va se dérouler avec les explications de Jérôme Rabier. Ils seront donc 11 à se partager le plateau du débat pour 3h30 d'émission sur BFM TV et CNews. Placés en arc de cercle selon le résultat d'un tirage au sort, les candidats devront donc se tasser pour tenir moins d'1 mètre séparant les différents pupitres. Le temps de parole des prétendants à l'Élysée sera lui aussi compté. 1 minute d'introduction, 15 minutes de réponse et de débat. Et enfin 1 minute pour conclure. Pas une seconde de plus, espèrent les organisateurs. 3 grands thèmes seront évoqués sous forme de 3 questions posées aux candidats. Comment créer des emplois ? Comment protéger les Français ? Et comment mettre en œuvre votre modèle social ? Pas question enfin de permettre aux candidats d'être informés par leur entourage. Les portables seront donc interdits. Un exercice inédit et qui pourrait bien être le seul sous cette forme, France 2 ayant essuyé des refus dans sa tentative de reproduire l'exercice à 3 jours du premier tour. Et ce soir, Public Sénat vous propose dès 22h de revivre le débat qui a opposé en 1974 le ministre des Finances de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, au candidat de l'Union de la gauche, François Mitterrand, une joute cathodique qui avait marqué les esprits. Flora Sauvage. C'est en 1974 qu'est organisé le premier débat de l'entre-deux tours à l'élection présidentielle. Valéry Giscard d'Estaing face à François Mitterrand. Une première à la télévision, grâce à une idée importée des États-Unis. On s'est dit que ça serait quand même bien d'essayer de faire en France ce qui s'était produit en 62 aux États-Unis avec le fameux débat entre Nixon et Kennedy. Et donc, on s'est réparti le travail. Sur le plateau de l'ERTF, l'ambiance est glaciale. Les deux hommes avaient le sentiment quand même qu'ils jouaient gros parce que, d'une part, c'était le premier débat. Donc, personne ne savait ce que seraient les faits, comment ça se passerait. Et puis, surtout, les sondages de premier tour les mettaient extraordinairement proches, à égalité. Et déjà en 1974, les journalistes ont les yeux rivés sur le chronomètre pour faire respecter les temps de parole des deux candidats. Des candidats qui s'affrontent à l'aide de petites phrases bien choisies. C'est aussi une affaire de cœur. Il n'est pas acceptable qu'il y ait une petite catégorie de privilégiés qui sont servis par toutes vos lois, en particulier par vos lois fiscales. Eh bien, M. Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ça n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Une phrase restée célèbre dans l'histoire des débats télévisés. 9 jours après, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République.
Et pour analyser les enjeux du débat de ce soir, mes invités sur ce plateau, Emmanuel Rivière, bonsoir. Vous êtes directeur France de Kantar Public, merci d'être avec nous. Face à vous, Bruno Cotresse, bonsoir. Chercheur au CNRS, membre du CEVIPOF. On vient de réécouter avec plaisir d'ailleurs ces échanges entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Est-ce qu'on peut s'attendre, Emmanuel Rivière, à des attaques aussi bien ciblées, on appelle ça maintenant des punchlines? Est-ce que vous pensez que l'exercice de ce soir, ça peut être aussi le théâtre de répliques d'anthologie? Oui, ça peut l'être, parce qu'il y a un temps très court finalement pour chacun des candidats, et un certain nombre d'entre eux ont pour enjeu d'émerger. Ce qu'on appelle les petits candidats, qui s'insurgeraient d'ailleurs de cette appellation, qui estiment que la campagne ne les a pas assez mis en valeur et qui ont une occasion peut-être unique, puisqu'il n'est pas sûr qu'il y ait un troisième débat qui les invite, de se distinguer, de faire apparaître quelque chose et d'être ceux dont on dira demain, mais finalement c'est lui qui a créé la surprise, celui qu'on n'attendait pas forcément. Et puis il y a aussi ceux qui jouent pour gagner et qui, ayant un retard ou un supposé retard, se disent là il faut que je marque des points, il n'y aura plus tant d'occasion que cela, d'autant qu'il apparaît que ces débats sont très suivis et qu'il apparaît aussi que ces débats sont impactants, qu'ils peuvent faire bouger les lignes. Oui, on va y venir dans un instant, Bruno Cotresse, sur l'aspect spontanéité ou préparation. On imagine que chaque candidat, on l'a rappelé, 15 minutes seulement pour présenter son programme. Est-ce que ça laisse la place finalement aux attaques, à ces petites phrases aussi qu'on retient forcément de ces débats ? Oui, forcément, parce qu'on est aussi au deuxième débat. Et donc, les candidats savent que le temps leur est compté aujourd'hui. Oui. Il faut rattraper... Pas pour l'ensemble des 11. Voilà, il faut rattraper, il faut s'affirmer pour certains, il faut exister à travers peut-être une proposition un peu marquante ou alors à travers une petite phrase. Et puis pour d'autres, il s'agit bien sûr de creuser le sillon, éventuellement de rattraper le retard. Donc, dans un temps très court, avec 11 candidats, oui, bien sûr, on devrait normalement s'attendre à une communication qui va aller chercher, qui va aller débusquer la petite phrase, le truc un peu marquant. Donc oui, on peut s'attendre à ça ce soir. Ouais. Emmanuel Rivière, c'est vrai que vous évoquiez les petits candidats, une appellation qu'ils contestent certainement. On sait qu'ils ont ces 15 minutes pour convaincre. Ça peut encore leur permettre d'émerger dans cette campagne. C'est un débat inédit pour une campagne qui l'est aussi. C'est compliqué de toute façon pour les candidats qui ne jouent pas dans l'esprit des Français pour la victoire, parce que c'est vrai que cette élection elle est très particulière et beaucoup d'électeurs la voient un peu comme une élection à un tour, où il faut absolument éviter d'avoir un second tour dont on ne voudrait pas, donc il n'y a pas beaucoup de place. Et en gros, pour dire les choses clairement, depuis que pour un certain nombre d'électeurs la présence du Front National pèse sur l'élection présidentielle, c'est-à-dire depuis 2002, il y a des logiques de vote utile qui sont des laminoirs à petits candidats, c'est-à-dire qui empêchent d'avoir ce mécanisme où au premier tour on se fait plaisir, avec la certitude d'avoir au second tour le candidat que l'on souhaiterait. Puis cette logique de vote utile, finalement, elle vaut pour tout le monde, c'est-à-dire que, y compris, il y a un certain nombre d'électeurs qui vont choisir l'option Front National plutôt que d'autres pour être sûrs aussi d'être représentés. Donc ce mécanisme à deux tours, il est peu favorable à l'émergence des petits candidats, comme d'autres scrutins, comme le scrutin des européennes par exemple peut l'être. Ils n'ont pas grand-chose à perdre, ces petits candidats. En revanche, les favoris de ce scrutin, à la fois Marine Le Pen et Emmanuel Macron, beaucoup ce soir. Emmanuel Macron, qui récuse d'ailleurs ce statut de favori dans cette élection. C'est vrai que ce n'est pas très confortable comme position, Bruno Cotresse. Non, on sait que ce n'est pas une position confortable parce qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a 3 semaines, d'une certaine manière, pour se maintenir, pour pas fléchir. Il va falloir qu'il occupe l'espace. En même temps, il l'a beaucoup occupé, on l'a beaucoup vu. Donc pour lui, il y a un enjeu qui est d'apparaître au fond à la fois solide sur ses programmes, sur ses propositions, et sans aucun doute de lever peut-être quelques points d'interrogation que des électeurs ont encore sur lui, les fameux hésitants dont on a beaucoup parlé dans cette campagne. Ils sont finalement en nombre encore assez important dans l'électorat d'Emmanuel Macron. Donc lui, il a un enjeu qui est d'affirmer et de se montrer comme un candidat qui va pouvoir définitivement attirer des votes. Et puis il y a d'autres candidats qui ont un enjeu très important. Ce soir, je pense en particulier du côté de Benoît Hamon. Benoît Hamon, on a vu qu'il est à la peine. Démarrage de campagne et puis même au milieu du gué de la campagne très difficile. Il y a d'une certaine manière distancé une par dernière... Jean-Luc Mélenchon maintenant. Voilà, et puis une dernière peut-être opportunité pour lui d'essayer de réaffirmer aux yeux des électeurs de la gauche que c'est lui le candidat de la gauche. Ouais. Sur Emmanuel Macron, Emmanuel Rivière, est-ce que c'est le seul candidat à avoir ce problème de volatilité de l'électorat selon vous ? Non, la volatilité, en fait, elle couvre l'ensemble de la gauche. Et donc, Benoît Hamon a le même problème. Il y a un certain nombre d'électeurs qui sont en train de se dire, voilà, quel est le bon cheval sur lequel miser pour représenter la gauche dans laquelle je me sens à l'aise. Et pour cela, il y a un choix entre Hamon et Mélenchon. Et puis, il y a tous ces électeurs qui se disent, de gauche encore,
comment je fais pour éviter le duel Fillon-Le Pen? Ils sont nombreux. Et donc là, il peut y avoir des hésitations entre Hamon et Emmanuel Macron. Mécaniquement, quand un candidat est au centre de l'échiquier politique, et c'est ce qui se produit pour Emmanuel Macron, effectivement, il offre plus d'hésitations possibles. Parce qu'il y a des électeurs de droite qui hésitent entre Emmanuel Macron et François Fillon, un autre candidat de droite, éventuellement Nicolas Dupont-Aignan. Et puis il y a des électeurs de gauche qui vont hésiter entre Emmanuel Macron et d'autres offres à gauche. Donc il est placé au cœur de l'incertitude, ce qui veut pas dire qu'il y a une totale volatilité non plus, parce que souvent, il faut avoir à l'esprit, les électeurs hésitants, ils n'hésitent pas entre les 11. Ils hésitent entre deux, et parfois même, ils hésitent entre aller voter pour un candidat qui, à la rigueur, leur paraît acceptable, ou ne pas aller voter du tout. Cette volatilité, cette dualité, elle se retrouve, vous le disiez, à l'instant entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il apparaît comme l'homme en forme. Est-ce que vous confirmez cette dynamique? Oui, dans l'enquête qu'on vient de publier au Cevipof, effectivement, on confirme ce que d'autres enquêtes d'opinion ont montré. C'est une vraie dynamique Mélenchon, et pas seulement une dynamique en intention de vote, mais une dynamique en image. Regardez tout à l'heure un indicateur que nous avons dans les enquêtes du Cevipof, qui est la cote d'amour des différents candidats. Est-ce qu'on aime bien cette personnalité? Et on voit que depuis 15 jours, 3 semaines, quelque chose s'est passé pour Jean-Luc Mélenchon. Il s'est affirmé, il s'est beaucoup affirmé dans le premier débat, et puis dans cet électorat de gauche qui finalement est assez hésitant, qui se dit mais finalement Benoît Hamon tient un discours critique sur François Hollande. François Hollande finalement pendant 5 ans, est-ce que ça veut dire que c'était pas un gouvernement de gauche? Eh bien cet électorat de gauche qui est un peu perturbé, il a un très bon candidat qui communique bien, qui fait une bonne campagne, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a une vraie difficulté de fond pour Benoît Hamon d'exister dans cette élection en ayant un discours critique de gauche sur les 5 ans qui viennent de se passer, et de dire aux électeurs de gauche, eh bien finalement, ce n'était pas la gauche qui était au pouvoir, mais François Hollande a été leader du parti pendant 11 ans. Donc est-ce que c'est possible comme discours à écouter pour des électeurs de gauche? Et puis sur sa route, il a Jean-Luc Mélenchon. Oui. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes d'accord? Il s'est affirmé, il a aussi tiré les enseignements de la campagne de 2012, selon vous? Oui, et y compris d'ailleurs des boires qu'il a connus entre 2012 et aujourd'hui, notamment des défaites, sa défaite aux législatives. En 2012, il s'est annoncé presque à 16%, et finalement il Et à un moment, il l'a été. Oui. Il s'écroule au nom aussi d'une logique de vote utile d'un certain nombre d'électeurs qui voulaient avant tout se débarrasser de Nicolas Sarkozy, qui se sont dit finalement la meilleure carte à jouer, c'est Hollande dès le premier tour. Mais je crois que Jean-Luc Mélenchon a réussi dans cette campagne et dans ce débat une rupture d'image qui lui est favorable. C'est-à-dire qu'y compris son image s'améliore chez des gens qui ne voteront pas pour lui, qui le jugent moins agressif, moins négatif, moins systématiquement en colère qu'il l'a pu paraître. D'ailleurs, la manière dont lui-même reformule l'idée qu'il serait devenu quelqu'un de plus rassurant montre bien que tout ça est probablement une stratégie assez délibérée de sa part. Ouais. On va parler à présent de François Fillon, de ce débat. Que peut-il attendre, le candidat de la droite à la présidentielle? François Fillon, il est dans une situation qui est une situation d'essayer de sauver sa peau d'une certaine manière. Il n'a plus que quelques jours, quelques semaines. Il mise beaucoup sur ce qu'il appelle le vote caché des électeurs. Alors voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait un vote caché. Moi, je pense qu'il y a plutôt peut-être une partie de l'électorat de droite qui a été vraiment perturbée et qui hésite, qui se dit mais finalement, est-ce qu'on va passer à côté de la victoire qui nous était promise? La victoire semblait d'une certaine manière presque toute faite à l'issue de la primaire. On se rappelle qu'à l'issue de la primaire, les enquêtes d'intention de vote donnaient à François Fillon qui allait s'imposer très facilement. Et puis toutes les affaires. Est-ce que l'électorat de droite aujourd'hui accepte finalement de voir lui passer sous le nez, sous les yeux, la victoire qui était attendue? Ça fait 5 ans que l'électorat de droite attend sa revanche de 2012. Et donc il y a une grande inconnue pour moi dans cette élection. Le point d'interrogation important, c'est de savoir si l'électorat de droite va vouloir à la dernière minute sauver François Fillon. C'est difficile parce qu'il a beaucoup perdu chez les centristes. Ouais. Vous y croyez à cette hypothèse du vote caché qui permettrait de propulser François Fillon au second tour, Emmanuel Rivière? Un vote, alors je rebondis sur ce que dit Bruno Cotresse, pas forcément caché, c'est-à-dire des gens qui aujourd'hui dans les enquêtes ne disent pas je vais voter Fillon, mais qui effectivement pourraient le faire au dernier moment, ils n'en sont peut-être même pas conscients aujourd'hui, faute d'alternatives. Mais toute la question aussi, c'est de savoir quelle part de l'électorat représente encore cet électorat des Républicains qui exclut tout autre choix. Et c'est un peu la difficulté pour François Fillon, c'est de savoir quels sont les gens pour qui, parmi ces électeurs potentiels, considèrent Marine Le Pen comme un vote possible. Et auquel cas, à cause de ce qui est arrivé à François Fillon, mais il pourrait se détacher de lui. Et inversement, quelle est la part de l'électorat naturel de la droite historique qui peut voter Emmanuel Macron, qui du coup voterait Emmanuel Macron si elle continue à penser que le comportement de François Fillon n'a pas été aussi exemplaire qu'il l'aurait espéré. Et comme on est dans un contexte où le poids
dans l'échiquier politique et parmi les électeurs des deux grands partis est en train de diminuer, et paradoxalement, ça s'est aussi produit pour les Républicains alors qu'ils étaient dans l'opposition, c'est ça la menace pour François Fillon. Il doit à la fois restaurer son image et convaincre ses électeurs que les deux autres ne sont pas possibles. Ouais. Un mot sur Marine Le Pen aussi. Sa prestation lors du premier débat télévisé avait été jugée décevante. Est-ce qu'elle va chercher bien à capitaliser sur sa campagne, même si elle est un peu fragilisée, notamment en interne en ce moment ou... Je pense que pour Marine Le Pen, l'objectif, c'est surtout de s'installer dans le deuxième tour. Oui. Elle est déjà dans le premier tour qualifiée, vainqueur du premier tour sans aucun doute. Donc pour elle, l'enjeu, c'est est-ce qu'elle peut élargir sa cible? Est-ce qu'elle peut aller chercher des électeurs de droite déçus par Fillon? Est-ce qu'elle peut aller chercher des catégories populaires qui, on le sait, sont très favorables à Marine Le Pen, mais qui peut-être au premier tour sont intéressés par le programme économique de la gauche? Est-ce qu'elle peut aller chercher ces catégories? Et est-ce qu'elle peut à la fois s'élargir vers la droite, qui elle est très sensible à un programme beaucoup plus libéral au plan économique, et en même temps aller capter cet électorat populaire, qui est quand même le socle sociologique de Marine Le Pen. Donc pour elle, c'est d'être dans le deuxième tour et déjà de s'adresser à un électorat beaucoup plus large que son électorat de premier tour. Ouais. Même analyse pour vous, Emmanuel Rivière, oui, sur la prestation de Marine Le Pen ce soir? Marine Le Pen, effectivement, il faut maintenant qu'elle installe dans la tête de Français pour qui le vote Le Pen représenterait encore un vote qui permet de faire mal au système, en fait, de faire mal à ces partis politiques établis, qui la voient maintenant en présidente. C'est totalement le cas de l'électorat Front National, qui se reproduit sur elle avec une grande fidélité d'une élection à l'autre, c'est très impressionnant, qui voit en elle une présidente, ça ce n'est pas le sujet, mais ça ne suffit pas. Et si elle veut conquérir, et elle le veut, la fonction, au deuxième tour, il faut qu'elle rassure dès à présent. Merci beaucoup Emmanuel Rivière, merci Bruno Cotresse. Michel Grossior me rejoint sur ce plateau à l'instant. Bonsoir Michel. Bonsoir. Ce soir, votre invité de l'épreuve de vérité, Aurélie Filippetti, porte-parole de Benoît Hamon. Oui, et donc nous prolongerons la conversation que vous avez à l'instant, bien sûr, sur l'enjeu du débat, décisif ou non pour Benoît Hamon. Comment est-ce qu'il s'est préparé ces dernières heures? Et puis, est-ce qu'il ne risque pas éventuellement d'être rangé demain dans la catégorie des petit candidat, s'il décroche encore, il est à 10% des sondages également. Et puis il y a aussi une actualité que nous traiterons, qui est un peu zappée aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de teasing autour du débat de ce soir. C'est quand même ce bombardement chimique sur une ville détenue par des rebelles en Syrie. Et nous demanderons à Aurélie Filippetti si elle estime qu'en France, notamment parmi certains candidats à la présidentielle, il y a encore trop de complaisance pour l'homme fort de Damas. Merci beaucoup Michel. L'épreuve de vérité, c'est donc à suivre en direct à 18h30. En attendant, retour justement sur les déclarations des 11 candidats à la présidentielle sélectionné ce soir par Alexandre Poussard. Je suis le candidat de la feuille de paye, du pouvoir d'achat, le candidat de cette France qui se lève tôt, dont nos adversaires aiment tant parler mais qu'ils ne rencontrent jamais. Je suis frappé de constater que la campagne telle qu'elle a commencé, on voit des candidats qui présentent des mesures en matière économique, sociale, de santé, d'éducation, de culture. Très bien. Moi aussi j'en présenterai. Mais quel est leur programme en tant que président de la République? Nous vivons dans cette malédiction de la politique française depuis tant d'années. Je l'ai vu au gouvernement, je l'ai vu au Parlement, je l'ai vu dans l'État. Alors oui, maintenant il m'attaque en disant tout à la fois que je suis l'héritier et le traître. D'abord, il faut choisir l'histoire qu'on veut raconter. Je ne peux pas être les deux. Dans la vie politique française, on ne veut pas qu'émergent des courants nouveaux. On ne veut pas que les Français aient le choix. Et on les rend prisonniers d'un dilemme. Soit on continue avec ceux qui nous ont tués à petit feu, soit on part au Front National. Moi, pour pouvoir porter auprès des Français le choix fondamental entre le patriotisme et le mondialisme, il faut que je sois présente au second tour. C'est essentiel. Sinon, les Français n'auront le choix qu'entre un mondialiste et un mondialiste. Un mondialiste décomplexé et un mondialiste honteux. Il faut que les bulletins de vote donnent le coup de balai qui les fasse tous sans exception dégager. Il y a un nouveau mot d'ordre qui est né après résistance, c'est dégager. Il y a un combat à mener contre ceux qui instaurent leur diktat en fait sur le monde ouvrier. Ces grands groupes capitalistes de l'automobile, bancaire, qui peuvent décider du jour au lendemain de fermer une usine, de supprimer des emplois, de bloquer les salaires, d'augmenter le temps de travail, qui ont donc un poids phénoménal sur nos vies à tous. Eh bien moi je dis qu'il faut les combattre, qu'il ne faut pas se laisser faire, qu'il ne faut pas se laisser imposer ce diktat. À gauche comme Jaurès, et je dirais dans la politique internationale, à droite comme De Gaulle. C'est De Gaulle et Jaurès qui représentaient ces intérêts d'une France indépendante et d'une France qui se bat
pour être à la fois médiateur, pour être à la fois inspirateur et en même temps éclaireur. Comment ça se fait que dans ce monde-là, où même on peut aller dans l'espace, enfin bon, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut résoudre, et à côté de ça, on voit qu'il y a des milliards de gens qui crèvent la dalle, et puis des gens qui sont au chômage, enfin il y a un truc qui va pas. Et là, c'est pas une fatalité, c'est un problème d'organisation de la société. Nos adversaires redoublent d'efforts pour multiplier jusqu'à la caricature les manœuvres, les intox, les bassesses et les coups bas. Sans doute espère-t-il ainsi nous faire taire. Allez-vous les laisser faire? Allez-vous les laisser vous voler cette élection? Certainement pas. Je demande à ceux qui ne veulent pas aller voter, emparez-vous de nouveau de votre droit à exister. C'est être ou ne pas être. Si vous avez choisi de subir, mais continuez. Les 5, ils vont faire le job que leur système leur impose. Si vous voulez retrouver votre pays avec sa joie d'être, son bonheur de créer, sa recherche, sa jeunesse, son printemps, ses campagnes et ses villes et même ses banlieues, alors laissez-vous aller. Suivez votre cœur. Je ne ferai pas pire que ce qui a été fait depuis 25 ans. C'est la fin de cette édition de Présidentielle 360. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, l'épreuve de vérité qui reçoit ce soir Aurélie Filippetti, porte-parole de Benoît Hamon. Très bonne soirée à tous et à demain.